nous venions d'apprendre que Sir H. avait toujours été en Italie un chef de haute police, un agent actif. Je ne peux me défendre, je l'ai vu, de soupçonner dans cette conversation certaines intuitions. S'il en eût été ainsi, et l'empereur n'en est pas douté, la chose était assez bien embarquée de sa part, et si je me fusse moins respectée, je pouvais lui faire beau jeu. Elle est laissée aller fort loin, mais je me suis contentée de répondre qui s'était tout à fait mépris sur l'application des passages équivoques et qui ne pouvions se dresser à Napoléon puisqu'il me voyait auprès de lui. J'ai trouvé chez moi au retour du ouvrage français que Sir H. Lowe m'avait envoyé dès le matin avec un billet dans lequel il exprimait son espoir qui serait agréable à l'empereur. Les croirait-on? Le premier de ses ouvrages était l'ambassade de Varsovie par l'abbé de Pratt. Première méchanceté de Sir H. Lowe. Car c'était une nouveauté, il est vrai, mais un véritable libelle uniquement dirigé contre Napoléon. Quant au second, au premier instant, je l'ai cru un trésor. J'ai pensé qu'il allait tout à fait nous tenir lieu des moniteurs et nous fournir tous les matériaux que nous manquions. C'était le recueil des proclamations et de toutes les pièces officielles de Napoléon comme général, comme premier consul, comme empereur. Mais il était du Goldsmith, fort incomplet. Les plus beaux bulletins sont supprimés, les deux cours au cours législatif sont tronqués. Toutefois, dans cet état d'imperfection, ces requis demeurent encore les plus beaux monuments qu'aucun homme ait jamais laissés sur la terre. L'empereur, après le dîner, s'est amusé à lire dans Goldsmith quelques-unes de ses proclamations à l'armée d'Italie. Elles réagissaient sur lui-même et s'y complaçaient. Ils ont été émus et ils ont osé dire que je ne savais pas écrire. C'est-il écrié. Il est ensuite passé à cette Égypte et a beaucoup plaisanté sur celle dans laquelle il se donnait comme inspiré et d'envoyer des Dieu. C'était du charlatanisme, convenait-il, mais du plus haut. D'ailleurs, tout cela n'était que pour être traduit en beaux vers arabes par un des leurs chics les plus habiles. Mes Français, disait-il, ne faisaient qu'en rire, et leur disposition à cet égard était telle en Italie et en Égypte que peu pouvoir les ramener à attendre. C'était la religion, j'étais obligée d'en parler fort légèrement moi-même, de placer les juifs à côté des chrétiens, les rabbins à côté des évêques. Du reste, il était faux, comme on le disait dans Goldsmith, qu'il se fût jamais habillé en musulman. S'il était jamais entré dans une mosquée, cela avait toujours été, disait-il, comme vainqueur, jamais comme fidèle. Je renvoie à cet égard aux campagnes d'Égypte et donnait trop à la gravité, avait trop de respect de lui-même pour avoir jamais laissé échapper aucun signe équivoque à ce sujet. Et d'après tout, observait-il que ce n'est pas qu'il eût été impossible que les circonstances nous ont amenés à embrasser l'islamisme. Et comme disait cette bonne reine de France, vous m'en direz tant, mais ce n'était qu'à bon insigne. Il me fallut pour cela au moins jusqu'à l'Euphrate.
Les changements de religion inexcusables pour des intérêts privés peuvent se comprendre peut-être par l'immensité de ses résultats politiques. Henri IV avait bien dit Paris vaut une messe. Croit-on que l'Empire d'Orient est peut-être la subjection de toute l'Asie? Nous ont pas valu un turban et des pantalons. Car c'est au vrai uniquement à quoi cela se fut réduit. Les grands chics s'étaient étudiés à nous faire beau jeu. Ils avaient aplani les grandes difficultés. Ils permettaient le vin et nous faisions grâce de toute formalité corporelle. Nous ne perdions donc qu'une culotte et un chapeau. J'ai dit nous, car l'armée disposée comme elle était se fut prêtée indubitablement et n'y eut vu que du rire et des plaisanteries. Cependant, voyez les conséquences. Je prenais le repas à revers. La veillée civilisation européenne demeurait cernée et qui eût songé alors à inquiéter le cours des destinées de notre France, ni celui de la régénération du siècle. Qui eût osé l'entreprendre? Qui eût pu y parvenir? L'empereur, continuons, n'est pas curieux, Goldsmith, est tombé par hasard sur l'acte des consuls qui cassait le général Arthur Froissac pour la reddition de Mantua. C'était un acte illégal, tyrannique, sans doute, a-t-il observé. Mais ici, c'était un mal nécessaire, c'était la faute des lois. Il était 100 fois, 1000 fois coupable. Et pourtant, il est douteux que nous ayons fait condamner son acquittement eût produit la plus mauvais effet. Nous les frappâmes donc avec l'arme de l'honneur et de l'opinion, mais, je le répète, c'était un acte tyrannique. Un de ces coups de boutoir indispensablement nécessaires parfois au milieu des grandes nations et dans les grandes circonstances. 27. Le gouverneur est venu sur le 12 heures. Il a fait demander à l'empereur son agrément pour qu'on fît comparaître tous ses domestiques devant lui. Première insulte du gouverneur. Il voulait probablement vérifier s'ils avaient fait leur déclaration avec pleine et libre volonté. Monsieur de Montalon, chargé du service de la maison, a répondu au nom de l'empereur à Sir Hudson que Sa Majesté ne pouvait imaginer qu'on eût la prétention de mettre les doigts entre lui et son valet de chambre, que si on demandait sa permission, il a refusé. Que si les instructions portant cette mesure avaient la force, on pouvait la remplir, que ce serait un outrage de plus ajouté à ceux que le ministère anglais accumulait sur sa tête. Je les ai joints à cet instant. Il m'a été aisé de voir que les deux interlocuteurs étaient un peu satisfaits l'un de l'autre. Après quelques moments de silence et de mécontentement apparent, le gouverneur, s'adressant à moi, m'a dit qu'il semblait qu'autour de l'empereur on ne cherchât que crier des désagréments et des embarras. Il m'a mis au courant. Je lui ai observé qu'il était assez simple que l'empereur, ayant une maison qu'il n'avait pas demandée, il n'y voulut pas de son gré aucune interférence étrangère, que si lui, gouverneur, avait quelques doutes à éclaircir relativement aux domestiques, il avait deux systèmes à suivre, des voies indirectes, inaperçues, qui ne blessant point, ou bien la force et l'autorité qui possédait celle-ci
et que rien ne pouvait le gêner à cet égard, mais que la route qu'il prenait était fort éloignée de nos mœurs, que l'empereur du reste voulait se montrer l'homme le plus facile et le plus tranquille à tout le monde. Dans sa situation nouvelle qu'il se retirait en lui-même, ne voulant, ne demandant rien, sentant, dévorant tout, que la fortune avait pu lui arracher la puissance, mais que rien ne pouvait le dépouiller du respect de lui-même, que la connaissance, la délicatesse de sa dignité étaient les seules choses qui lui restent à son, dont il peut se dire le maître. Toutefois, les domestiques vinront, Monsieur de Montalon et moi, nous mîmes à l'écart. Peut ne pas sanctionner une telle mesure par notre présence. Le gouverneur leur parla et vint nous joindre ensuite nous disant « Je suis contente à présent. Je puis demander à mon gouvernement que tous ont signé de plein gré et de leur bonne volonté. » Il lui restait pourtant de humeur sans doute, car il se mit assez hors de propos à nous vanter la beauté du site, nous disant qu'après tout, nous n'étions pas si mal. Et comme nous observions que dans ce climat brûlant, nous restions sans ombrage, sans un seul arbre, on en plantera, nous dit-il. Quel mot atroce, premier barbarie du gouverneur! Et il nous a quittés. Vers les 5 heures, l'empereur est monté en voiture pour faire une tour de promenade. En sortant de chez lui, il nous a dit « Monsieur, un homme de moins, et j'étais le maître du monde. Cet homme, le dînez-vous, nous écoutions. Eh bien, c'est l'abbé de Pratt, a-t-il dit, le meunier du Dieu mort. Nous sommes mis en rire. Je n'en impose pas, a-t-il continué, c'est ainsi qui commence dans son ambassade de Varsovie, vous pouvez le lire. C'est un bien méchant ouvrage contre moi, un vrai libelle dans lequel il m'accable de tort, d'injures, de calomnie. Mais soit que j'ai été bien disposé, soit qu'il n'y ait, comme on dit, que la vérité que blesse, il ne fait que me faire rire. Il m'a vraiment amusé. Deux de nous avions parfois des différences. On ne les trouve ici que parce que j'y rencontre des traits caractéristiques de l'âme et du cœur de celui à qui nous étions consacrés. Et puis d'ailleurs, les papiers du temps et le retour de l'un d'eux en Europe à cause de cette circonstance l'ont assez fait connaître. Me rendant au salon, peu y attendre le dîner, j'y ai trouvé l'empereur qui s'exprimait avec la dernière chaleur sur ce sujet qui le contrariait à l'excès. Cela a été fort long, très vif, fort touchant. Vous m'avez suivi peu, maître agréable, dites-vous. Soyez frère, autrement vous ne m'êtes qu'importune. Vous voulez me rendre heureux, soyez frère. Autrement, vous ne m'êtes qu'un supplice. Vous parlez de vous battre, et cela sont mes yeux. Ne suis-je donc plus toute pour vos soins? Et l'œil de l'étranger n'est-il pas arrêté sur nous? Je veux qu'ici chacun soit animé de mon esprit. Je veux que chacun soit heureux autour de moi. Que chacun surtout y partage le peu de jouissance qui nous sont laissés. Il n'est pas jusqu'à petite Manuel que voilà, que je ne prétende, on ne voit sa part complète. Le dîner seul a terminé, la mercuriale. L'empereur y a été silencieux,
Au désert, il s'est fait apporter votre aide à entamer la lecture de quelques-unes de ces pièces qu'il a interrompues bientôt après. Nous nous en dégoûtons chaque jour davantage. L'empereur s'est retiré de bonne heure et bientôt après m'a fait appeler dans sa chambre à coucher où je suis demeuré à cette heure. 28. L'empereur est revenu sur Monsieur l'abbé de Pratt et son ouvrage. Il le réduisait à la première et la dernière page. Dans la première, disait-il, est c'est un peu le seul homme qui ait arrêté Napoléon dans sa course. Dans la dernière, il laisse voir que l'empereur, à son passage au retour de Moscou, le chasseur de son ambassadeur. Ce qui est vrai, et c'est ce que son amour propre cherche à défigurer ou à venger. Voilà tout l'ouvrage. Mais l'abbé, continuait-il, n'avait rempli avoir suivi aucun des buts qu'on s'est proposés. Il avait au contraire fait beaucoup de mal. Les bruits contre lui étaient accourus en foule et tout et partout devant des mois. Les auditeurs de son ambassade, ces jeunes gens même, avaient été choqués de sa tenue et feront jusqu'à l'accuser d'intelligence avec l'ennemi, ce que je veux loin de croire. Mais ils ont fait avec moi une longue conversation qui date de nature comme des raisons, et c'est pendant même qu'ils débitaient complaisamment un long verbiage d'esprit que je jugeais être autant d'ineptie et d'impertinence que j'ai griffonné sur le coin de la cheminée sous les propres yeux de monsieur de Pratt, et tout en écoutant l'ordre de le retirer de son ambassade et de l'envoyer au plus tôt en France, circonstance qui fit beaucoup rire alors et qu'il avait semblé tenir extrêmement à dissimuler.